Bonjour, deuxième podcast de la saison. Et mon invité aujourd'hui est Marc Andewel, on va notamment parler de ce livre, Les guerres cachées. On avait déjà rendu compte dans un entretien lorsqu'il est sorti en juillet, mais là on va en revenir un peu plus en longueur à propos de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Et Marc, tu dis dans ton livre dès le départ que la dimension du gaz, elle est essentielle, pas tellement pour le fait que les Européens arrêtent d'acheter du gaz à la Russie, mais entre la Russie et l'Ukraine. Oui, parce que moi je reviens dans le livre effectivement sur à la fois les enjeux énergétiques et les enjeux stratégiques de la guerre. C'est l'apport que j'essaie d'amener à travers cette enquête. Et concernant le gaz plus spécifiquement, je reviens sur le passé, des relations tumultueuses entre l'Ukraine et la Russie sur la question du gaz, notamment le transport du gaz, et notamment le projet russe, les doubles projets de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de contact direct avec l'Allemagne par la mer Baltique. Et c'est des projets qui, effectivement, visaient à contourner la voie du gaz par l'Ukraine. Il faut savoir, les gens le savent, mais que l'Ukraine, encore pendant cette guerre, touchait des taxes de passage de ce gaz. C'est une partie des sources de revenus importantes de l'État ukrainien à travers la société par république qui s'appelle Naftogaz. Et donc, il y a eu une montée des tensions sur le dossier du gaz ces dernières années entre les gouvernements successifs ukrainiens plutôt pro-occidentaux vis-à-vis de Moscou. Les tensions se sont focalisées sur Nord Stream 1, Nord Stream 2, notamment Nord Stream 2 parce qu'il n'a pas encore été... son ouverture a été interrompue, comme on le sait. Et ça a traduit d'ailleurs, ça a amené d'ailleurs, y compris les gouvernements ukrainiens, à avoir également des tensions avec Washington. Parce que quand on parle du gaz, en fait, et de la guerre du gaz au niveau international, il faut voir qu'en réalité, notamment depuis 2015, depuis que les États-Unis sont exportateurs en pétrole et en gaz aujourd'hui avec l'exploitation du gaz de schiste, en fait, il y a ce nouvel acteur qu'est les États-Unis sur le marché mondial du gaz. Qui sont redevenus exportateurs de matières premières énergétiques. Voilà, qui sont redevenus exportateurs d'hydrocarbures et de matières premières énergétiques, qui sont devenus un acteur majeur de ce qu'on appelle le marché du GNL, le gaz naturel liquéfié, à partir de la fracturation hydraulique et donc l'exploitation du gaz de schiste. Et sur lequel Total est toujours présent, malgré les demandes... Voilà, sur lequel Total est toujours présent, parce qu'ils ont investi plusieurs milliards d'euros. Yamal, c'est deux champs gaziers, en fait. Il y en a un sur la presqu'île de Yamal, il y en a un autre en face. C'est des investissements de plus de 30 milliards d'euros. On doit ces investissements à Total, qui a apporté à la fois de l'argent et de l'expertise technique et même technologique. C'est grâce à la technologie Total que les Russes ont pu exploiter le champ gazier, notamment le transformer en GNL sous ces très faibles températures en Sibérie. Et ce projet-là a été fait en partie aussi grâce à l'apport financier des Chinois et à l'alliance entre le groupe français Total avec le groupe gazier russe Novatek, dont on parle beaucoup moins, mais qui est extrêmement important, dont on parle beaucoup moins par rapport au fameux géant Gazprom. Voilà, et donc je reviens sur cette histoire-là, parce qu'en réalité, les Américains, depuis une dizaine d'années, ont fait, eux également, du gaz et de l'énergie, plus globalement, une arme économique à travers le monde pour placer et pour pousser leur avantage sur tout un tas de dossiers géopolitiques. Dans ce combat-là de titan, en fait, il faut revenir y compris au mandat Trump, parce que Trump, très vite, avait dit la chose suivante aux Européens, tout le monde l'oublie d'ailleurs, comme on veut simplifier les choses entre Trump, Biden, le lien entre les Européens et les États-Unis, on a un peu tendance à oublier ce qui s'est passé ces dernières années, mais par exemple, je reviens sur l'épisode en 2018 où Donald Trump dit notamment aux Européens et à Angela Merkel, et là en l'occurrence aux Allemands, à quoi ça sert l'OTAN si c'est pour payer des milliards de dollars, d'euros de gaz à la Russie. Et très clairement à l'époque, Trump avait mis dans la balance
il avait été voir les Européens à plusieurs reprises, hein, et, à la mode Trump, hein, donc vraiment en mettant de façon musclée. Il avait dit aux Européens, si vous voulez que, en gros, je continue de subvenir aux besoins de l'OTAN et que j'assure encore votre sécurité, bon, déjà, vous achetez des armes américaines, mais aussi, et on l'a oublié, ça serait bien de couper le robinet du gaz russe. Il s'était opposé à Nord Stream 2. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une guerre sous-jacente au conflit en Ukraine, qui est présente depuis très longtemps, ce qui quand même interroge le manque d'anticipation des États européens au regard de ce qu'on appelle le chantage russe à l'égard de la question du gaz. Et donc je reviens sur tout un tas d'épisodes dans le livre, notamment aussi un événement assez important, c'est-à-dire les États-Unis se sont opposés effectivement à Nord Stream 2, mais dans le cadre européen, la France et l'Allemagne étaient sur des positions opposées, et Emmanuel Macron, moi je le dis moins par atlantisme que par volonté à la fois de soutenir la filière nucléaire et en tout cas de ne pas laisser l'Allemagne bénéficier d'une position importante sur le gaz européen, laissant en fait l'Allemagne devenir un hub du gaz au niveau européen. Et Emmanuel Macron et la France se sont opposés dans les années qui précédaient la guerre et le conflit en Ukraine à l'ouverture en fait de Nord Stream 2. Mais donc au départ, il y avait une opposition entre les Américains et les Ukrainiens sur cette affaire de gaz. Oui, également, parce que en fait, là aussi, tout le monde préfère mettre ça de côté parce que ça cadre pas forcément avec le narratif dit pro-russe comme dit pro-occidental ou pro-américain. Mais en juin 2021, au moment notamment d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, les Américains finissent par trouver un terrain d'entente avec l'Allemagne et les Russes sur l'ouverture effective de Nord Stream 2. Et on pense que c'est une concession, c'est un signe de bonne volonté de Biden par rapport aux Allemands. Voilà, une concession, un signe de bonne volonté. Il faut se rappeler qu'à l'époque, l'administration Biden, et on l'a vu même au cours de l'été qui a suivi, été 2021, il fait en fait de la Chine son principal, on va dire, enjeu stratégique et on va dire quasiment le principal ennemi des États-Unis d'un point de vue stratégique. Et donc, on a l'impression, en tout cas à l'époque, quand on le voit, que Biden essaye de mettre de l'eau dans son vin par rapport à la menace russe, telle qu'elle était popularisée dans les cercles néoconservateurs américains à Washington. Et donc, on a l'impression que parce qu'il fait de la Chine une priorité, il ne va pas en plus se coltiner, on va dire, Vladimir Poutine et les Russes. Dans ce marchandage, on va dire, diplomatique, il fait effectivement un signe de bonne volonté entre juin et juillet 2021, en permettant finalement à la fin l'ouverture Nord Stream 2 avec quelques contreparties vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire l'Allemagne s'engage à payer des contreparties à l'égard de l'Ukraine et également s'engage à faire pression sur les Russes pour qu'ils ne ferment pas totalement le robinet du gaz par la voie ukrainienne. Mais à cette époque-là, entre donc juin et été 2021, il se passe deux choses en coulisses et qui sont encore aujourd'hui difficilement interprétables. Mais je vais vous donner quelques éléments. Premier élément, c'est que les Ukrainiens à l'époque sont furieux à l'égard de la position de l'administration Biden et de la Maison-Blanche au regard du dossier du gaz et de Nord Stream 2. Les relations à l'époque entre Zelensky et Biden sont fraîches, très fraîches. Il finira par rencontrer Joe Biden uniquement en septembre 2021 à la Maison-Blanche. Là, je veux parler de Zelensky. Et les Zelensky et les Ukrainiens montent au créneau sur le dossier Nord Stream 2 en disant, en gros, vous nous abandonnez sur la question qui nous est vitale, la question du chemin du gaz. Donc là, il y a un élément compliqué en termes de compréhension, parce que moi, j'ai des interlocuteurs qui me disent, en fait, la stratégie de Biden était justement de délaisser, on va dire, la menace russe pour s'intéresser principalement à la menace chinoise et à mettre toute son énergie sur la menace chinoise. Et il y a d'autres interlocuteurs qui me disent « Ah, mais ça fait partie d'un grand piège américain » et que donc il voulait gagner du temps par rapport à la suite de l'histoire. Reste qu'il y a des faits qui sont têtus, les mauvaises relations entre Zelensky et Biden sur toute cette période-là. Et il y a un deuxième élément, là, pour le coup, qui rend aussi le dossier du gaz assez complexe par rapport au dossier ukrainien, c'est que durant toute cette période-là, suite à cet accord de principe entre les Américains, les Allemands et les Ukrainiens, enfin les Ukrainiens mis de côté, mais entre les Allemands, les Russes et les Américains, Vladimir Poutine, par l'intermédiaire de Gazprom,
en réalité, utilise d'une manière sous-jacente, enfin à bas bruit, l'arme du gaz, sans prévenir. C'est-à-dire que Gazprom va diminuer ses exportations de gaz à partir de l'été 2021 à l'ensemble de ses clients européens et mondiaux. Dans quel but ? Dans le but, vraisemblablement, de faire un choc d'offres pour faire augmenter les prix. Et ça a un effet immédiat, c'est-à-dire qu'à partir de la fin été 2021, septembre 2021, les prix du gaz en 2021, donc à quelques mois de la guerre, ont commencé à monter très très fortement. Ça a eu déjà une incidence très rapide sur ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on connaît un peu plus, le marché de l'électricité au niveau européen, comme chacun sait, qui est indexé sur l'énergie la plus chère pour fabriquer de l'électricité, en l'occurrence le gaz. C'est-à-dire que dès l'automne 2021, il y a eu une augmentation très franche des prix de l'électricité sur le marché de gros de l'électricité européen. À tel point qu'au printemps 2021, donc après le début de la guerre, mais sur les marchés de l'électricité européen, le prix de gros de l'électricité était déjà monté à 300 € le mégawattheure, alors que généralement sur cette période, il est entre 20 et 50 € le mégawattheure. Là, je fais ce développement-là pour montrer deux choses. À la fois que vraisemblablement, Poutine avait déjà signifié, on va dire, avait déjà amené les Européens, les dirigeants européens à réfléchir à la question du gaz et à leur approvisionnement bien en amont de la survenue de la guerre, et vraisemblablement, ça n'a provoqué aucune réaction du côté de nos gouvernants. Il n'y a pas eu anticipation, il n'y a pas eu développement et mise en place de programmes de sobriété énergétique, il n'y a pas eu de mobilisation des opinions publiques, comme on le connaît depuis quelques jours, pour faire baisser la consommation générale. Alors, en France, il y avait tout un contexte particulier qui était celui de la campagne électorale. Tout le monde a mis la poussière sous le tapis, personne n'a posé la question ni du nucléaire, ni du gaz, et donc de la souveraineté énergétique du pays durant tous ces mois-là. Mais en coulisses, ça fait en fait depuis 18 mois que la crise du gaz en fait, a lieu sur le marché mondial du gaz, que ça a des incidences directes sur le prix de l'électricité, en dehors même du conflit ukrainien. Et le principal perdant dans l'affaire, c'est l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui dépendait le plus du gaz russe. Et est-ce qu'on peut dire que l'économie allemande va être très durement frappée ? Mais l'économie allemande est déjà potentiellement à plat, parce qu'un des piliers de l'économie allemande, c'est la chimie allemande. En plus de l'automobile, mais c'est la chimie allemande, et la chimie allemande a un besoin vital, comme tout ce qu'on appelle aussi les électro-intensifs sur l'électricité, mais a un besoin vital de gaz pour fonctionner. Donc les grands groupes de la chimie allemands, qui sont aussi présents en Belgique, à Anvers notamment, tout ce qu'on appelle la chimie sur l'eau, le long des littoraux, cette chimie-là est à un point de bascule d'arrêt total de sa production. D'ailleurs, il y a énormément d'unités qui ont déjà été fermées, enfin mis en chômage technique. Le patronat allemand est fou furieux des positions du gouvernement allemand, y compris vis-à-vis de l'Ukraine, et d'un soutien relatif à l'égard de l'Ukraine, même si ça ne fait pas partie des États européens les plus vindicatifs et les plus soutenants à l'égard de l'Ukraine. Mais en tout cas, il faut savoir que outre-Rhin, le patronat allemand, qui est beaucoup plus lié aux enjeux industriels liés au gaz, est monté largement plus au créneau en coulisses et en lobbying auprès du gouvernement allemand que même le patronat français, on va dire, qui a beaucoup moins d'intérêt industriel. Et donc, ça a un intérêt vital, tant pour l'industrie allemande que d'ailleurs pour un autre pays qui a à la fois abandonné le nucléaire depuis de nombreuses années finalement, et qui a aussi une surface industrielle beaucoup plus importante que la France. Je parlais de l'Italie. Italie comme l'Allemagne sont sur des positions vis-à-vis de l'Ukraine et de Zelensky beaucoup plus modérées, entre guillemets, ou beaucoup plus timides, parce qu'ils ont un enjeu direct de la compétitivité. Et en même temps, ils n'osent pas non plus exprimer une franche différence, parce qu'il y a quand même un degré de solidarité, de cohésion. C'est un degré, mais là on est dans la plus totale hypocrisie. Oui. C'est un degré exprimé publiquement, avec la mobilisation des différentes opinions publiques. Pris pieds et poings liés. Mais en réalité, c'est ce que je dis d'ailleurs dans une partie de l'ouvrage, nous sommes les Européens en général, notamment du fait de nos divisions sur les questions énergétiques depuis de très nombreuses années, on s'est retrouvés dans les mains des Russes. Alors on peut dire que Poutine, finalement, en agressant l'Ukraine, a permis à Biden de réaliser le plan de Trump, de forcer les Allemands de changer de fournisseur. À la fois les Allemands, les Européens plus largement. Deux éléments sur ça. Hypocrisie, on la retrouve d'ailleurs sur le dossier français, parce que quand on parle des sanctions à l'égard de la Russie,
En fait, ça concerne très peu d'éléments au final, on voit bien que sur la question du gaz, même si depuis la semaine dernière on parle de plafonnement des prix pour essayer de diminuer les bénéfices générés par l'augmentation des prix du gaz au niveau mondial, les bénéfices générés du côté russe. Et ça, c'est une demande en fait américaine qui a été traduite ensuite par la Commission de Bruxelles et von der Leyen. Mais en réalité, en gros, on a encore une très forte division concernant les sanctions sur le gaz. Il y a un secteur dont on parlera, le nucléaire, qui ne sont pas du tout concernés par les sanctions. Tu parlais de Total tout à l'heure, et effectivement, Total reste encore bien présent en Russie. Est-ce qu'ils pourront rester longtemps ? Tant que les sanctions ne sont pas réellement effectives sur leur présence de coproducteurs de gaz, parce qu'en fait, ils ne sont pas uniquement importateurs de gaz russe, Total, ou de pétrole, parce qu'ils ont arrêté d'importer du pétrole, mais en fait, ils sont pleinement coproducteurs de gaz russe, Total. C'est ça qui est important à comprendre. Pourquoi Total est l'une des seules majors du pétrole et de l'hydrocarbure à être resté pleinement en Russie, c'est qu'en fait, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec la stratégie de l'ancien président de Total, je veux parler de Christophe de Margerie, en fait, c'est un groupe qu'on pourrait même quasiment qualifier de franco-russe. Sur tout un tas d'acteurs, tout un tas de secteurs géopolitiques de Total, que ça soit autour de la Turquie et de Chypre, sur les champs gaziers en Méditerranée orientale, que ça soit au Mozambique ou que ça soit en Libye, les Total est toujours face à des intérêts américains et aidé parfois du russe Novatek, qui est son partenaire, et y compris a pu utiliser par le passé la fameuse brigade, là, comment on appelle ça, Wagner. Wagner a un temps assuré la sécurité de Total au Mozambique. Ça n'a plus été le cas depuis quelques mois, mais ça a été le cas pendant quelques années. Et donc, le modèle même de Total sur ce choix-là de la Russie comme partenaire principal avant la mort de Christophe de Margerie, c'est un risque systémique pour Total, effectivement. Donc, on peut se demander jusqu'à quand ils vont subsister en Russie. Reste qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un gap, il y a entre le discours public et la réalité des enjeux stratégiques, même pour un grand groupe français comme Total, et bien évidemment que l'Élysée et les différents responsables politiques français, d'un côté, ils ont leur discours public, et ensuite, il y a la réalité des choses. Et d'ailleurs, c'est aussi en cela que Zelensky joue son rôle de mobilisation et il essaye de trouver des soutiens. Il pointe généralement l'hypocrisie des différents pays occidentaux, y compris par rapport à ce jeu-là concernant les sanctions. Comme je le mets en boutade dans le livre, il est toujours plus facile de sanctionner certains oligarques plutôt que de remettre totalement en cause certains choix stratégiques qui ont été faits par le passé. Je ne dis pas aujourd'hui, à l'instant T, que ces choix-là étaient une erreur. Certains le disent. Ils pointent notamment la responsabilité de Merkel sur le gaz russe. On peut se poser la question, effectivement, il y a une très forte dépendance à l'égard du gaz russe. Pourquoi les Français n'ont pas plus fait le pari de l'Algérie notamment et du Qatar? Résultat, aujourd'hui, on se retrouve aussi le bec dans l'eau parce qu'il y a eu un sous-investissement dans le secteur gazier algérien qui fait que l'Algérie ne pourra pas augmenter largement sa production. Et bien évidemment, tu parlais de Biden et des Américains. Biden et les Américains mettent en place le plan Trump, ou en tout cas essayent de le mettre en place, en proposant aujourd'hui aux Européens, notamment aux Espagnols par exemple, même aux Allemands, de faire venir du GNL, sauf que c'est un gaz plus cher et surtout très polluant. Plus polluant, puisque c'est du gaz de schiste. Et par ailleurs, là aussi, même s'ils sont devenus très fortement exportateurs de ces produits hydrocarbures, les Américains ne pourront pas suppléer entièrement aux besoins de l'Europe. Donc on s'est retrouvé quand même dans une stratégie de très forte fragilité, par manque d'anticipation, par courte vue, par manque de réflexion stratégique sur les questions énergétiques auprès de nos différents gouvernements. En France, il faut savoir, l'ancienne direction générale de l'énergie qui était rattachée à Bercy et qui est officiellement rattachée au ministère de l'énergie, de l'environnement, a largement, ça fait des années qu'elle ne réfléchit plus à ces questions-là. Les seuls qui ont un petit peu réfléchi au sein de l'État à sa question de la dépendance géopolitique des questions énergétiques, de l'approvisionnement énergétique, c'est l'armée de terre, parce qu'elle regarde, elle essaye de faire de la prospective par rapport aux dangers généraux. Et en France, ce n'est que très très récemment, d'ailleurs on le voit d'une manière un peu théâtralisée et très opaque, le fameux Conseil de défense mobilisé par le président Macron il y a encore quelques jours. Mais il faut savoir, les Américains, ça fait 10 ans qu'ils ont intégré les questions de sécurité énergétique et d'enjeux énergétiques
dans les plans généraux de l'état-major américain et du Pentagone. Ils l'ont intégré à leur doctrine de défense, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il sera plus facile pour les Européens de diversifier leur approvisionnement ou aux Russes de diversifier leur clientèle ? Qui sera le plus perdant dans cette guerre ? C'est une lutte, effectivement, quasiment jour par jour maintenant, aujourd'hui. Hein, parce que, comme a été annoncé, là encore, les Russes vont fermer le robinet. Ils ont fait des annonces bien avant parce que là aussi, ils ont fait des annonces bien avant le conflit en Ukraine. Donc, est-ce qu'ils préparaient quelque chose, comme le dit le renseignement américain ? En tout cas, ça, c'est des signes qui vont plutôt dans ce sens-là. Dès 2019, Chine et Russie concluent des grands contrats sur le pétrole, mais sur le gaz. Il y a des projets d'ouverture de gazoducs entre la Russie et la Chine. Il y a déjà un gazoduc qui a été ouvert, mais il y en a un deuxième en préparation, pour essayer de répondre, on va dire, au changement de clients, entre guillemets, de la Russie, et donc qui se tourne aujourd'hui de plus en plus sur la Chine. En termes d'exportation de pétrole, par exemple, les exportations de pétrole russes ont bondi vers la Chine aussi. Donc on voit bien, et aussi par rapport à la vente de pétrole vis-à-vis de l'Inde par les Russes, on voit bien aujourd'hui qu'en termes de marge de manœuvre, la marge de manœuvre russe est quasiment plus importante aujourd'hui de changer de client, malgré les difficultés que ça peut poser problème, que du côté des Européens de diversifier. Aussi, parce qu'on retrouve un élément, c'est que les Européens sont là aussi, continuent à se diviser et à être divisés. Sur la question du mix énergétique, est-ce qu'on préserve le nucléaire ou pas ? Est-ce qu'on fait plus et on investit largement dans les énergies renouvelables ? Et sur la question, premièrement, de l'approvisionnement gazier sur l'hiver qui va venir, on l'a vu. Par exemple, l'Italie a totalement grillé la politesse à la France en Algérie. Tu parlais de non-anticipation sur le nucléaire, ça paraît net. On pensait avoir un parc nucléaire qui nous protégeait, qui nous donnait l'indépendance, et on s'aperçoit qu'une grande partie des centrales ne sont plus en état de marche. Non, alors oui, justement, depuis le début là, du conflit en Ukraine, il y a une partie des commentateurs qui disent « Ah, mais on a quand même le nucléaire, les Allemands on fait que des bêtises, ils n'ont pas le nucléaire, donc ils sont extrêmement dépendants. » Mais la situation de la France est tout à fait paradoxale, comme tu le rappelles, c'est que on a vécu sur le mythe de l'indépendance énergétique parce qu'on disposait du plus grand parc nucléaire mondial. On a 56 réacteurs. Les Américains en ont un peu plus, mais en termes de proportion de production d'électricité, on a plus de 70% de production d'électricité issue de l'énergie nucléaire. Alors là, c'est un double mythe. Premier mythe, c'est que les soutiens à l'énergie nucléaire en France, depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, ont eu l'argument de la souveraineté et de l'indépendance énergétique par le nucléaire, premièrement. Et ça, c'est un demi-mensonge pour deux raisons. C'est un demi-mensonge pour deux raisons. Et d'une, parce qu'en réalité, quand on parle d'énergie, on a tendance à ne parler que de l'électricité et pas de l'ensemble de la consommation énergétique. Or, sur l'ensemble de la consommation énergétique, la part du nucléaire, en fait, est assez réduite, en réalité. Donc, toute la consommation énergétique, notamment qui passe par le chauffage, qui passe par l'automobile, bien évidemment, eh bien, fait que la France a quand même besoin d'hydrocarbures et de carbone, enfin de produits carbonés, donc de pétrole et de gaz principalement, mais également de charbon au final, et on réouvre des centrales à charbon. Et sur la question... Le deuxième demi-mensonge, c'est que sur la question de l'énergie nucléaire, on a fait aussi, en ce qui concerne les approvisionnements, tant en uranium qu'en uranium enrichi, on a fait comme si la France était totalement autonome. Ce n'est pas totalement le cas. On l'a vu, la France, les approvisionnements effectués en Mali, effectués au Kazakhstan, on a vu les problèmes géopolitiques que ça peut poser comme problème. Et au-delà de ça, aujourd'hui, effectivement, là, on parle d'anticipation. C'est rajouté à toutes ces questions-là la question du fait que, comme ça fait 10-15 ans pour le coup, que les différents pouvoirs politiques, on va dire PS, LR et Macron confondus, n'ont pas réellement tranché la question énergétique. C'est-à-dire on n'a pas fait une question, on n'a pas tranché nucléaire, renouvelable, gaz, on n'a pas vraiment tranché. On a été attentistes, les différents... alors on a dit, les partisans du nucléaire disent « Ah, c'est de la faute des écolos et de la pression ».
Bon, moi, j'ai une autre réponse que je vais te faire juste après. Mais résultat, comme personne n'a tranché, y compris Macron n'a pas réellement tranché, on a laissé notre parc nucléaire en déshérence, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de nouveaux investissements malgré les programmes de grand carénage, c'est-à-dire d'ouverture des réacteurs et de modification de certaines pièces. On s'est aperçu que le parc qu'on voulait rallonger en termes de durée de vie était plus usé qu'on ne le pensait. Donc il y a des problèmes de corrosion, notamment sur les réacteurs pourtant les plus récents, ce qu'on appelle les paliers N4, c'est-à-dire les réacteurs de 1400 MW de production. Et surtout, comme on n'a pas réinvesti, notamment publiquement, aussi parce qu'il y a eu la privatisation en partie d'EDF, eh bien, résultat, on a les EDF, le groupe public, et ça Jean-Bernard Lévy l'a dit très bien, les pouvoirs publics n'ont pas forcé, n'ont pas poussé, n'ont pas été initiateurs pour qu'EDF investisse largement dans la filière nucléaire, donc il n'y a pas eu de nouvelles embauches. Les générations d'anciens ingénieurs sont partis à la retraite pour la plupart, et donc on a aujourd'hui un manque crucial de main-d'œuvre, tant sur la conception des nouveaux réacteurs demandés et exigés par l'Élysée depuis quelques mois, les fameux EPR numéro 2. Donc pour l'instant, les EPR numéro 2, et ça j'ai fait des enquêtes ultérieures, c'est comme ça que je suis arrivé à faire cette enquête-là, sur les enquêtes sur le nucléaire notamment, ça reste, si je le dis très vite et très trivialement, c'est des PowerPoint actuellement à EDF. On est encore dans l'abstraction la plus totale. Et deuxièmement, sur quelque chose, là, sur les engagements du gouvernement à relancer des réacteurs nucléaires pour passer l'hiver, il faut savoir deux choses, que EDF ne s'est pas engagé sur un nombre de réacteurs à relancer. Ils sont actuellement en discussion avec l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Et deuxièmement, il y a un gros problème pour EDF par rapport à la relance de ces réacteurs nucléaires d'ici l'hiver, c'est qu'il n'y a tout simplement pas les bras, c'est-à-dire les soudeurs hautement qualifiés qui puissent intervenir dans un environnement ionisé dans les parties, les parties primaires du réacteur nucléaire, là où il y a un environnement ionisé. Et donc, il n'y a tout simplement pas forcément les bras pour ouvrir rapidement tous ces réacteurs. Donc on voit bien que là, en termes de manque d'anticipation, il est considérable et pose des questions centrales en termes de souveraineté et d'autonomie à un pays comme la France. Et là, au-delà même des choix politiques qui peuvent être faits par Emmanuel Macron et son gouvernement, par l'exécutif, à l'égard des Ukrainiens et des Russes. Et donc là, on est aussi dans une grande hypocrisie, parce qu'en fait, d'un côté, on dit qu'on a tous ces problèmes-là liés à l'Ukraine. En réalité, il y a une partie de ces problèmes-là de l'énergie qui date déjà depuis longtemps. Merci Marc Landewell. Pour aller plus loin, bien sûr, je recommande la lecture de ce livre, « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien », c'est paru au Seuil.